Je suis très heureux, et nous sommes tous très heureux d'accueillir une nouvelle fois Fabienne Bergman en direct de Tel Aviv. Jérusalem. Jérusalem, aïe, chas veshalom vechalila, excusez-moi, direct de Vous savez, c'est Jérusalem, Jérusalem. qui nous a fait la gentillesse d'intervenir une nouvelle fois. Son intervention précédente a été très suivie, c'était extrêmement intéressant. C'était sur un ouvrage qu'elle avait publié qui s'appelle L'Hébreu parle au français. C'est un livre à la fois très plaisant, qui contient beaucoup de racines hébraïques, donc un livre très agréable à lire et en même temps très pédagogique. Et là, elle revient à nouveau pour cette fois-ci quelque chose, un document, on peut dire, extraordinaire et d'un intérêt historique et inépuisable, qui est le journal de Ben Gurion. Vous savez que Ben Gurion a été, on va dire, un graphomane. Il écrivait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il a écrit un journal personnel qu'on a la chance de pouvoir lire. Et ainsi, ça nous donne une idée très précise de ses réflexions, de ses pensées, de ses décisions. Et en particulier, donc aujourd'hui, Fabienne va nous parler de la partie 1948, c'est-à-dire les événements qui étaient autour de la déclaration d'indépendance d'Israël. Et comme vous le savez, comme Fabienne le dira, c'était un moment extrêmement difficile et qui a exigé de la part de Ben Gurion véritablement une lucidité hors pair. Mais c'était une période sans doute d'hésitation, de réflexion, etc. Et c'est donc cette partie du journal que Fabienne va nous présenter, car elle l'a traduit. Fabienne est traductrice professionnelle, et ce qui m'impressionne beaucoup, c'est qu'elle n'est pas seulement traductrice de l'hébreu en français, qui est sa langue maternelle, mais également du français à l'hébreu. Et ça, c'est véritablement une grande performance. De plus, elle est écrivaine elle-même, puisqu'elle a écrit des nouvelles, et également, elle est, je crois, comédienne, elle participe à des créations théâtrales en Israël, en hébreu, et c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et je passe donc la parole à Fabienne. Fabienne, c'est à toi. Bon, bonjour, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Je vais donc vous présenter ce livre. C'est un ouvrage de plus de 600 pages, 620 et quelques, qui porte en effet sur la période autour de la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël, c'est-à-dire depuis le vote de l'ONU en 1947 jusqu'au début de la guerre et quelques événements saillants par la suite. Et ceci fait 600 pages, mais parce que Ben Gurion... Donc, je vais vous présenter ce livre où il y a plusieurs choses. Il y a deux introductions, l'une par celui qui m'a contacté pour faire le livre et avec qui j'ai travaillé, et très bien travaillé, c'est Tuvia Freeling, qui est un spécialiste de Ben Gurion et qui est un professeur à Beersheva, et l'éditeur français, le co-éditeur français de l'édition de La Martinière. Tous deux ont fait une introduction. Ensuite, dans ce livre, il y a à la fois le journal de Ben Gurion pour cette période, des discours en même temps qu'il a fait pendant cette période, ou des réunions qu'il a eues, et aussi des lettres, et aussi des notes quand quelqu'un venait le voir, par exemple, quelqu'un venait le voir, il prenait des notes, en même temps, il prenait des notes dans son journal. Et au début, ça a énervé un peu les gens. Après, quand les gens l'ont su, ils étaient même déçus quand Ben Gurion ne prenait pas de notes lors de leur entretien, parce qu'ils pensaient que ça ne l'intéressait pas beaucoup. Mais donc, c'était un graphomane, il écrivait beaucoup, beaucoup, beaucoup. En fait, ce journal lui servait aussi de référence pour savoir ce qu'il avait pensé à telle époque. Il avait même fait en marge une sorte de table de matière ou index pour pouvoir s'y retrouver.
Et c'était à la fois en fait une aide, comme il n'avait pas d'ordinateur à l'époque, et aussi peut-être parce qu'il avait toujours un sens historique de ce qu'on dirait de lui après ou comment écrire l'histoire, ce qu'il a aussi voulu faire par la suite. Voilà pour la présentation. Alors j'ai mis au début là, le Targem Ben Gurion et pas le Targem Et Ben Gurion parce que c'était aussi un de ses dadas de supprimer le mot Et en hébreu. Alors, donc, j'ai commencé, ce qu'il a écrit, il a commencé son journal, en fait, il a toujours écrit toute sa vie, et ne serait-ce que pour la période de 1915 à 1973, il a écrit à peu près 20 000 pages. 20 000 pages. Alors, je vous donne ici ce qu'il a écrit le jour de la victoire, donc le 8 mai 45. Il écrit « Jour de la victoire, triste, très triste. Israël, garde-toi de te livrer à aucune joie bruyante comme le font les nations. » Ce qui est évidemment un verset de Osée, et Altismach Israël, El Gil Kimat. Et c'est parce qu'évidemment, quand tout le monde dansait dans la rue, il était à Londres à cette époque-là, quand tout le monde dansait dans la rue pour la victoire, il pensait évidemment aux tribus qui avaient dû payer le peuple juif. Et c'est ce qu'il écrit. Et ceci, on va y revenir plus tard, c'est-à-dire que ces références bibliques sont constantes. Il était totalement imprégné de culture biblique et il pensait comme ça, quoi. Donc, ce qui lui vient à l'esprit, c'est de citer ce verset, le jour de la victoire. Autre chose, donc je vous ai dit que ça contient aussi beaucoup le livre contient aussi beaucoup alors là, nous avons le témoignage de Ben Gurion devant la commission d'enquête anglo-américaine sur la Palestine. On va le lire ensemble rapidement pour vous montrer justement son état d'esprit. Il a dû témoigner à cette époque. Il y a eu beaucoup de témoins pour cette commission d'enquête. Et alors, il dit comme ça, pour pouvoir justifier le droit des Juifs sur la terre d'Israël. Il y a plus de 300 ans, le Mayflower prit la mer au port de Plymouth, dans le sud de l'Angleterre, pour se rendre dans le Nouveau Monde. C'est là un événement majeur dans l'histoire de l'Angleterre et de l'Amérique. Mais je me demande combien d'Anglais ou d'Américains connaissent exactement la date de départ de ce bateau historique, le nombre exact de pilgrims, de pèlerins qu'il y avait à bord, et quelle sorte de pain ont mangé ces passagers à leur départ de Plymouth. Or, voici qu'il y a plus de 300 ans, près de 3000 ans avant la traversée du Mayflower, les Juifs sont sortis d'Égypte. Cela s'est passé il y a plus de 300 siècles. Et jusqu'à ce jour, n'importe quel Juif dans le monde sait très précisément quel jour les Juifs sont sortis d'Égypte, le 15 Nissan. Quel pain ont alors mangé nos pères? Du pain azim. Et jusqu'à aujourd'hui, depuis des milliers d'années, tous les Juifs dans le monde entier mangent du pain azim le 15 Nissan et relassent la sortie d'Égypte et les épreuves qu'ils ont subies ensuite, depuis qu'ils ont à nouveau été exilés. Et ils terminent leur histoire par les mots « cette année des esclaves, l'année prochaine des hommes libres. Cette année ici, l'année prochaine en terre d'Israël. » C'est ainsi qu'ils sont, les Juifs. Donc, vous voyez à quoi il se réfère et ce qu'il dit, parce que la Bible est pour lui ce qu'il a appelé le Kushan, c'est-à-dire ce qu'on marque au cadastre qui justifie l'appartenance de la terre d'Israël au peuple juif. Alors, pendant qu'il écoute la radio, alors, donc voilà, donc le jour du vote de l'ONU, le 29 novembre 1947, il écoute la radio, il est à ce moment-là à la mer Morte, à Kalia, et voilà ce qu'il note. Vous voyez, ça c'est ce qu'il note de sa main, donc sur ses carnets. Et maintenant, on va voir la traduction en français. Passons. Alors là, il dit comme ça, très succinctement, le sort en est jeté. L'Assemblée générale des Nations unies à Lake Success a voté la résolution, 33 pour, 13 contre, 10 abstentions. Et tout de suite, il note qu'est-ce qu'il faut pour un État? Qu'est-ce qu'on aura besoin? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut un gouvernement,
un nom pour cet État, une capitale, un budget, une police, ministère, constitution, justice, port, aéroport, région, finances, etc. etc. Je pense qu'on voit tout. Donc, vous voyez tout de suite, ça marche. Un hymne aussi, armée, service, encore plus bas, fonction publique. Normalement, on devrait tout voir d'un seul coup. Hein. Fonction publique, etc. Bon, passons à la station suivante, autre étape, à la diapo suivante. Voilà. Autre étape cruciale, donc je montre d'abord quelques étapes cruciales, ce qu'il a noté dans son carnet. Et avant de partir à la cérémonie de la déclaration, donc le 14 mai 48, c'était un vendredi, le 5 Iyar 5708, alors il note dans son carnet, à 1h, tu dérouleras en fonction de ce que je lis, à 1h, Assemblée du peuple, nous avons ratifié le libellé de la déclaration d'indépendance, à 4h, déclaration de l'indépendance, le pays est en joie et se réjouit profondément, et de nouveau, je me sens comme un endeuillé parmi une foule en liesse, comme je l'étais ce 29 novembre 1947. Et là, de nouveau, c'est inversé. Je me sens endeuillé parmi une foule en liesse, c'est inversé. Donc, de nouveau, évocation biblique. Et alors que tout le monde est heureux, est en liesse, il comprend, il avait déjà compris avant qu'il y aurait une guerre et que ce serait terrible. Donc, voilà ce qu'il note avant. Et au retour de la déclaration d'indépendance, passons à la diapo suivante, en rentrant de la cérémonie, il écrit 3 lignes. Nous avons déclaré la naissance de l'État. Notre sort est entre les mains des forces de sécurité. Voilà. Alors, c'est ça qu'il note. Très succinctement, il ne se fait pas d'éloges superflus, mais il est totalement en proie à l'angoisse parce que on le voit dans son carnet, je ne peux pas tout vous raconter, mais enfin, plusieurs fois, ce n'était pas du tout un acquis, et il y a eu tellement c'était une gageure immense de proclamer l'État à ce moment-là, et de gagner cette guerre qui a fait, en fait, on le verra par la suite, un dixième de la population de l'époque est tombée au combat à cette époque-là. Donc, c'était une guerre. Donc, voilà. Alors, la partie que j'ai traduite, donc ces 600 pages, ça va du 29 novembre 47 au 20 juillet 49. Et comme je l'ai dit, il y a là-bas le journal, des discours, des lettres, des protocoles et même quelques poèmes. Et ceci fait 1500 rien que le journal et les lettres fait entre 1500 et 1700 feuillets en hébreu. Voilà. Alors voilà ce que moi j'ai reçu pour le travailler, c'était ça. Voilà. Donc son journal a été imprimé, il est en dépôt aux archives de Sde-Boker. Et voilà de quoi il a l'air. Maintenant, Freeling, je vous dis, avec qui j'ai travaillé, il a barré, il m'a fait des annotations de côté, quoi supprimer, comment montrer que ça a été supprimé, etc. Diapo suivante, pour voir. Diapo suivante, Charlie, s'il te plaît. Voilà. Et il a mis des annotations, en fait. Voilà ce que j'ai reçu. Ça paraît très brouillon. Ça l'était peut-être parce que en plus, ça a changé plusieurs fois parce qu'il fallait réduire pour arriver à ce que la maison d'édition voulait bien publier. Quoi. Plus de 600 pages, ce n'était pas possible. Diapo suivante. Voilà, encore, avec des ratures, etc. Voilà. Alors, je disais que j'étais comme une barque au milieu de l'océan parce que ces 1700 pages en hébreu devaient correspondre, d'après les instructions, les directives de l'édition, à 1140 000 mots en français. Et ça ne les faisait pas, c'était beaucoup plus. Alors, on enlevait par-ci, on enlevait par-là, on disait qu'on enlèverait 3 jours par-là, on enlèverait 3 jours par-là, etc. C'est comme ça que j'ai travaillé. Continuons. Diapo suivante. Voilà. Alors, autre difficulté, je passe rapidement parce que je vais parler un petit peu de
des enjeux de la traduction et en même temps du contenu lui-même du livre. Alors, il y avait aussi, par exemple, les lettres écrites à la machine à écrire. Quelquefois, ça devient illisible, comme on le sait au bout de quelques temps, ou bien alors des choses manuscrites qui sont aussi difficiles à déchiffrer. Diapo suivante, passons rapidement là-dessus. Voilà, par exemple, un mot qui est très difficile à déchiffrer et je posais tout le temps des questions. Qu'est-ce que j'arrive pas à déchiffrer quelque chose? Passe diapo suivante. C'était voilà. Alors tous les jours, vous voyez, ça c'était entre la page 76 et la page 86, donc pour 10 pages, plein de questions que je posais toujours à Frieding ou à son assistante, qui portait d'une part sur l'orthographe des mots, puisque tout était en hébreu et il y avait des mots, passons à la diapo suivante, qu'il est difficile de savoir comment les transcrire. Diapo suivante, il n'y a rien là-dessus. Soit sur l'orthographe, soit sur des précisions. Je dois même dire que, passons à la diapo suivante, le directeur de publication en français, l'autre, donc le co-éditeur, diapo suivante, avait écrit dans son introduction, voilà, la proclamation d'un État juif s'est faite le 14 mai 48 à 4 heures et il avait écrit du matin. Or, je savais que c'était avant Shabbat et il y avait eu des discussions il fallait le faire juste avant Shabbat, puisque en fait c'était le 14 mai, pas le 15 mai, le jour de départ des Anglais, c'était le 15 mai, c'était un Shabbat, donc je savais que ça devait être le soir, diapo suivant. Donc même le directeur, c'était le vendredi après-midi, juste avant Shabbat. Passons à la diapo suivante. Donc il faut faire attention à chaque chose. Autre difficulté ou défi que je retrouve dans tous les livres que je traduis de l'hébreu vers le français, c'est de savoir à qui est-ce que Ben Gurion vous voyez, qui est-ce qu'il tutoyait, avec Golda, avec Nathan Alterman, le poète, etc., avec des gens de son gouvernement, Maimon, Charet, Kaplan, etc. Donc tout ça, c'est le genre de questions que je pouvais poser, comme vous l'avez vu tout à l'heure sur la diapo avec les questions. Diapo suivante. Voilà. Alors aussi, un problème de traduction, différentes appellations des immigrations de toutes sortes. Alors, il y a l'immigration légale, ce que les Anglais, je parle d'avant 48, bien sûr, quand les Anglais étaient mandataires. L'immigration légale avec un quota très restreint, ce qu'on a appelé l'immigration Aliyah Bet, l'immigration clandestine, mais il y a eu plusieurs immigrations clandestines. Il y a eu l'immigration clandestine bête, il y a eu l'immigration clandestine avec des petits bateaux et pas des grands bateaux. Il y a eu l'immigration clandestine des révisionnistes et pas du mouvement travailliste. Il y a eu des immigrations illégales où on portait tous les gens arriver sur la plage qui devaient pas arriver en secret, mais affronter les Anglais qui les attendaient, etc. Donc tout ça, à Mossad, Aliyah Bet, Aliyah Afalpi, ça c'est les révisionnistes, Gimel, Dalet, etc. Diapo suivante pour voir d'autres difficultés. Ça sera intéressant que tu traduises Aliyah Afalpi. Afalpi, ça veut dire en vertu de tout, mais c'est l'Aliyah des révisionnistes qui ont dit que malgré, parallèlement à l'Aliyah bête du MAPA, il y avait l'Aliyah Afalpi, tant bien que mal, des révisionnistes. Et le tout s'appelait évidemment Ha'apala. Suivante, il n'y a rien là-dessus. Ah, voilà. Alors, comment traduire d'autres termes ou comment rendre d'autres termes? Tu peux tout mettre. Istadrout. Alors, on sait ce que c'est. Comme le livre s'adresse à un public francophone et pas forcément à des juifs, donc il faut traduire en français. On ne peut pas mettre des mots istadrout, etc. Donc, est-ce qu'il faut mettre toute une tartine d'explications ou seulement un petit peu? Istadrout Sionit Radesha, un nouveau nom qui a été adopté, autre, puis à chaque fois. L'Echio Etzel, c'est-à-dire l'Irgun et les mouvements dissidents de droite, parallèlement à la Haganah, qui ont combattu l'occupation anglaise, les Anglais.
Ensuite, oui, Amifkada Artsit, bon, c'est pas important, c'est l'état-major, si vous voulez. Ensuite, plus vite, parce que ça, on va passer rapidement. Et Bricha, c'est important. Bricha, c'était le mouvement qui amenait les personnes déplacées vers les ports où on les emmenait après pour faire la Aliyah. Vaadat Matzav, toutes sortes de mots qui ont changé de nomination au cours des mois, de ces mois-là. Saison, vous savez, on sait ce que c'est la saison. En fait, ça vient du mot français saison de chasse. Et c'était une très mauvaise période ou un très triste phénomène où des gens du parti de Ben Gurion, donc de la Haganah, poursuivaient les gens du Lehi ou du Hetzel et même les livraient aux Anglais parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur les méthodes, etc. Et il y a eu des choses très tristes et très graves. Bon, ensuite. Il paraît qu'ils les enchaînaient sur des lits en fer, ensuite pour les livrer comme des prisonniers, et ensuite ils les livraient aux Anglais. Ils les livraient aux Anglais, ou ils donnaient leurs coordonnées pour les livrer aux Anglais, et il y en a qui ont été pendus pratiquement. Pas pratiquement, en fait, oui. Et voilà, Hashomer, qui était un mouvement de garde. Continuons, je ne vais pas m'attarder là-dessus trop. Moshavim, Haganat Apalmar, oui, continuons. Continuons le prochain. Voilà, Magash Kesef. Alors ça, c'est un terme, Magash Kesef, ça veut dire le plateau d'argent. Alors vous savez sans doute ce qu'était le plateau d'argent, c'est-à-dire le prix, diapo suivante, c'est peut-être expliqué, je crois, Magash Kesef. Alors, parce qu'il parle de Da'agato Akvedam et Magash Kesef, c'est-à-dire son grand souci du Magash Kesef, c'est-à-dire qu'il savait, Magash Kesef, le plateau d'argent, c'est un terme que Bialik, je crois, avait exprimé, et que Alterman a fait un poème après, en disant que les jeunes qui avaient été tués à la guerre étaient le plateau d'argent sur lequel avait été offert le pays. Alors, comment traduire ça? Évidemment, continue à appuyer, voilà. Alors, on peut dire, c'est ce que l'inquiétude profonde qu'il ressentait par rapport à ce qu'Alterman appellera le plateau d'argent. Voilà, ou bien, continuons. Et en note, le prix qu'exigea la guerre d'indépendance, ce que Weizmann définit comme le plateau d'argent, expression que le poète Nathan Alterman emprunta et dont il fit dans son poète éponyme une référence consacrée et un des symboles par excellence de la guerre. Aujourd'hui, quand on dit le plateau d'argent, tout le monde sait ce que c'est, du moins en hébreu. Continuons. Voilà, alors beaucoup de questions, je vous ai dit, portées sur l'orthographe des gens. Alors, vous voyez, par exemple, les Anglais ou d'autres, va savoir quand c'est écrit en hébreu, on ne peut pas savoir évidemment l'orthographe. Alors, ça, c'était aussi le genre de questions que je posais dans cette feuille de questions. Plus loin, continuons. Voilà, autre difficulté du carnet, ce sont les sigles. Alors, vous savez que l'hébreu est très amateur et aime beaucoup mettre des sigles un peu partout, et que si on n'est pas dans le domaine réservé de ça, on ne sait pas trop ce que c'est. Alors, il y en a une quantité indéfinie, d'autant plus qu'il écrivait très vite et qu'il préférait écrire par sigle que par autre chose. Continuons, je ne vais pas tout expliquer ici. Continuons, et ça, c'est les sigles militaires, ça, c'est encore pire, si vous voulez. Alors, par exemple, Poche, Plugat Assadeh, ce sont des... Continuons, je crois que c'est explicité après. Voilà. Et le 16-5, donc peu de temps après le début de l'envahissement, après la déclaration d'indépendance, il écrit « Nous perdons à peu près une brigade par semaine ». Je dois dire qu'avant, Ben Gurion avait une vue qui s'est avérée juste et qui était contraire à celle de la plupart des gens, parce qu'avant, à partir du vote de l'ONU, alors certains pensaient que le danger viendrait des bandes armées arabes qui étaient à l'intérieur de la terre d'Israël, du pays.
qui se trouvaient là-bas et qui, dès le moment du vote de l'ONU, ont commencé des attaques et ont commencé en fait cette guerre. D'autres pensaient que le grand danger viendrait des Anglais qui ne partiraient pas ou qui donneraient des armes, ce qu'ils ont fait d'ailleurs, aux Arabes. Et Ben Gurion a pensé que le grand danger, évidemment, ce serait aussi tout ça, mais ce serait l'invasion des pays voisins. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. 6 pays arabes ont attaqué tout de suite, dès la déclaration de l'indépendance, ce pays qui était à peine né et qui pouvait tout de suite être mort-né, si on peut dire. Donc, ce à quoi il a travaillé entre novembre et mai, c'est la préparation de l'armée. Principalement la préparation de l'armée. Or, comment préparer une armée quand on n'est pas souverain, quand tout est surveillé par les Anglais? Donc, il y a eu une grande partie de ce journal qui montre une grande partie de ses préoccupations, c'est comment acheter des armes ou des parties d'armes, ou comment en fabriquer, ou comment faire venir des instructeurs ou des gens qui savent, qui puissent guider des gens qui ont combattu, soit des gens de Eretz Israël, de la terre d'Israël, soit d'autres juifs comme le général Marcus, par exemple, Stone Marcus, qui est venu d'Amérique et qui était un aviateur et qui a entraîné et fait, qui a après été et entraîné des soldats ici en Israël, en terre d'Israël, et qui d'ailleurs a été tué parce qu'à un moment donné, il savait l'anglais, puisqu'il venait d'Amérique, mais il ne savait pas l'hébreu. Et à un moment donné, ça j'anticipe, au moment d'entrer dans une base, on lui a demandé le mot de passe, il n'a pas compris et on lui a tiré dessus. Mais alors donc une grande partie de sa préoccupation était donc de ramasser des armes et de ramasser des hommes. Et alors, il y a eu évidemment beaucoup d'armes sont venues de Tchécoslovaquie. Il faut dire que la Russie, comme c'était un pays satellite déjà de l'Union soviétique, la Russie le savait parfaitement, Staline le savait parfaitement, et il a laissé faire cet import d'armes de Tchécoslovaquie ou de Bulgarie ou d'autres pays qui étaient des pays satellites de l'Union soviétique, et il a aussi laissé sortir des juifs de ces pays. Pas facilement, mais ce n'était pas facile, surtout de Roumanie, mais il y a eu beaucoup une fois que les Anglais étaient partis, quoi. Mais, ou bien alors avant, dans cette alia bête de toutes sortes que nous avons vue. Ben Gurion n'a pas osé, il a senti qu'il ne pouvait pas demander le départ des Juifs d'Union soviétique eux-mêmes, mais des pays satellites, oui. Donc, beaucoup on le verra encore plus tard sur les diapositives, était ce souci de la guerre. Et comme je l'ai dit, il avait une vue d'ensemble extraordinaire et juste, mais cela ne l'empêchait pas de rentrer dans les détails les plus petits. Et ceci, on le voit dans le journal. Passons à la diapo suivante, voyons. Voilà. Donc, autre chose ça c'est les Gdoud, Gda, Khativa, etc. Ce sont passons à la diapo suivante, je crois que c'est marqué en français. Voilà, il fallait que je sache exactement qu'est-ce qui est quoi, et les dictionnaires ne le donnent pas exactement. Donc là, il fallait savoir exactement qu'est-ce qu'une division, qu'est-ce qu'une brigade, qu'est-ce qui rentre dans quoi, etc. Donc, j'ai aussi fait mes classes moi-même. Passons à l'étape suivante, à la diapo suivante. Voilà. Alors ça, c'est quelque chose auquel je me heurte très souvent dans mes traductions, pas seulement dans celle-ci, mais dans beaucoup. C'est-à-dire, je lis ce qu'il y a en hébreu, c'est-à-dire la précision de la langue et des mots chargés. Alors déjà, dans ce livre qui parle de 1948, comment traduire mitnachalim au mityashvim? Le français connaît un mot, colon. Or, colon, pour le français moyen, pour le français même instruit,
colon, pour lui, ça évoque tout de suite la guerre d'Algérie, la colonisation, les horreurs faites là-bas. On le sait. Et c'est exploité jusqu'à aujourd'hui. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, bien que je le pourrais, mais ce n'est pas le sujet. L'anglais a 2 mots pour ça. C'est déjà mieux. Settlers et colonistes. Passons à l'étape suivante, à la diapo suivante. Donc ça, voilà. Autre mot de la sorte, ityashvut, c'est-à-dire l'implantation dans le pays, ou itnachalut, okay? Comment s'implanter dans le pays, mityashvim, de la même racine, les gens qui habitent, yeshuv qui veut dire une localité, ou yeshuvei hanegev, les localités du Negev, et les Yashev, le Yashev est un Negev, c'est-à-dire peupler le Negev. Tout ça peut avoir en français si on le traduit par coloniser, quelquefois ça ne va pas du tout. C'est-à-dire, ce n'est pas par mon idéologie, je me mets dans la référence historique et géographique de l'époque. Passons à la diapo suivante. Voilà, je vais vous donner un exemple. Par exemple, Mi'az ikamnu mifal ityashvut. Depuis, pardon? S'il vous plaît, le micro, fermez votre micro. C'est bon. Vas-y. Tu peux appuyer sur la suite. Charlie? Oui. Voilà. Depuis, nous avons réalisé, alors au lieu de mettre, j'ai mis une entreprise pionnière, puisque c'était le début. Depuis, nous avons réalisé une entreprise pionnière et pas de colonisation. OK? Continuons. Avec le français. Continue. Voilà. Et là, j'ai mis une entière identification avec l'ambition et les objectifs. Alors, pour traduire Haolim, les immigrants, Hamityashvim, les pionniers. Il y a quelqu'un qui n'a pas fermé son micro. Il faut fermer le micro, comme ça. S'il vous plaît. S'il vous plaît, fermez votre micro. Fermez micro. vos micros. Je crois que toi, tu peux les fermer, Charlie. Oui, mais alors moi, j'ai une difficulté à avoir toute la liste là. Non, je vais juste faire un tour de Sauf la le liste mien. pour voir. בבקשה לסגור את המיקרופונים. Non. Non, je reviens. Je n'arrive pas à voir qui... Ah. C'est pas la peine, tu peux tout fermer en même temps. Jacqueline Krieger. Jacqueline Krieger, fermez votre micro, s'il vous plaît. Ça va, c'est bon? Bon, ça y est, je crois qu'on peut y aller. Bon, alors donc les Olim, les immigrants, ceux qui viennent d'arriver, par exemple ceux de Roumanie, comme je vous ai dit tout à l'heure, les Mityashvim, les pionniers, et Bnei Haaretz, les autochtones, ceux qui étaient déjà là depuis longtemps. OK? Enfin, depuis longtemps. Oui, quelquefois depuis longtemps. Passons à l'étape suivante. Alors voilà. Dans ses notes, il a ce que j'ai appelé aussi des Ben-Gurionismes. Par exemple, ce qu'il appelle Ha'irgun, on peut le mettre en français, la diapo suivante, il y a le français. Ce qu'il appelle l'Irgun, c'est en fait la Haganah. C'est exactement l'opposé, vous voyez. Ce qu'il appelle la brigade, c'est le Palmar. Ce qu'il appelle Hamerkaz, c'est le centre, la direction du parti Mapai. Nekuda, c'est-à-dire un point d'implantation. Et Hahanhala, c'est Analata Sochnut, l'OSM, l'Organisation sioniste mondiale. Ça, il faut le savoir. Passons aux diapos suivantes. Autre Ben-Gurionisme, je crois. Non. Alors ça, ce sont des différents... Je vous ai dit, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. C'est différent. S'il vous plaît, fermez votre micro. Différentes des appellations qui ont changé au cours de la période. Évidemment, quand il y avait les institutions pré-étatiques, elles s'appelaient d'une certaine façon, par exemple à Vaad al-Leumi, qui est devenu après le gouvernement. On va regarder à Vaad al-Leumi, à Memchala Azmanit, le gouvernement
temporaire. Assornout HaYehudit, qui était en fait à une certaine époque comme un gouvernement. Asefat HaNifrarim, c'est-à-dire l'assemblée des élus, c'était ce qui est devenu plus tard la Knesset, mais qui était au début l'assemblée constituante. Passons à la diapo suivante. Voilà. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est son rapport à la Bible. Passons à la diapo suivante. Alors, pour Ben Gurion, était imprégné et il le vivait à la fois dans ses pensées et partout. C'était pour lui une référence scientifique pour la compréhension du pays et de ses habitants, d'une part. Ensuite, c'était la source de l'humanisme juif et universel. Surtout, il s'appuyait sur les prophètes, bien sûr. Ensuite, et c'était le dénominateur commun pour la construction du nouvel État et la base de l'unité du peuple juif, puisque des gens qui venaient de partout, qui ne parlaient pas la langue, qui parlaient toutes sortes de langues, mais ça devait être la base, et ça l'était en effet. Continuons. La Bible était aussi, il le dit, là je vais le traduire, il le dit, il ne peut y avoir d'éducation, je traduis ce qui est en rouge, il ne peut y avoir d'éducation en Israël qui ne soit pas basée sur la Bible. Aujourd'hui, il s'arracherait les cheveux dans certaines écoles, par rapport à certaines écoles. Lui-même avait changé son nom de Green, en Ben Gurion, d'après le nom de Nicodème Nakdimon Ben Gurion, qui était un dirigeant de Jérusalem qui avait participé à la révolte contre les Romains. Alors, ce qu'il a fait, je parle toujours de son rapport par rapport à la Bible, il avait fondé Achug la Tanakh, c'est-à-dire l'étude du Tanakh qui se tient jusqu'à aujourd'hui dans la maison du président, et il ne manquait jamais un cours, même s'il était très occupé, et j'aime autant vous dire qu'il l'était. Il était aussi membre de l'association pour l'étude du pays d'Israël et de ses antiquités. Passons voilà. Et comme je vous dis, c'était sa principale source de référence. Alors là, je vous note ce qu'il marque dans son journal, pas pour citer la Bible, mais pour raconter ce qu'il a à raconter. Et en bleu, vous verrez la traduction de versets. Vous voyez comment il l'insère dans ce qu'il veut dire. Alors, il parle de la protestation contre ceux qui voulaient acheter les indigents pour de l'argent, les malheureux pour une paire de sandales, et la croyance qu'en ce jour, je relèverai la tente caduque de David. L'angoisse que la trompette sonne dans une ville sans mettre le peuple en émoi, et la vision d'une rencontre entre le laboureur et le moissonneur, celui qui foule le raisin et celui qui répand les semences dans des montagnes ruisselant de mou et de collines devenues liquides. Vous voyez les références, Amos, etc. Et c'est comme ça qu'il veut, en fait, à propos de justice sociale, qu'il parle, parce qu'il veut faire de son but, et en fait, les trois choses auxquelles il accorde, qui sont les principaux thèmes de ce livre, c'est fonder un État, le maintenir, c'était son angoisse constante, le maintenir, et en faire un État qui serait ce qu'il appelle une lumière pour les nations. C'est aussi une référence biblique, évidemment, hors la Goïm. Passons à la diapo suivante. Voilà, et là aussi, quand il note, je dirais au nord, donne, au midi, ne les retiens pas, ramène des pays lointains mes fils, et des confins de la terre mes filles. Et vous serez mon trésor entre tous les peuples pour montrer le pays qui doit être le Or Glagoyim, donc un pays qui soit un pays de justice sociale et d'égalité ou de justice sociale. Mais dans la première partie, quand il veut et ça c'est un autre souci constant de Ben Gurion, tout le temps, c'est l'immigration. D'abord, combattre les Anglais et faire venir le plus de Juifs illégalement. Et ensuite, dans un pays qui est en guerre, faire venir le plus d'immigrants possible
à la fois pour combattre, et hélas, il y en a beaucoup qui sont venus directement de la guerre et qui ont combattu et qui n'ont pas survécu, et qui étaient pratiquement les seuls de leur famille à survivre à la Shoah. Et aussi après, même après la déclaration de l'État, constamment quand le pays était pauvre et que beaucoup de dirigeants ne voulaient pas d'une aliyah massive parce que le pays n'avait pas les moyens d'intégrer ces immigrants, il a toujours voulu, il a pensé que le pays d'abord ne serait pas viable sans une immigration massive. Et il a voulu accueillir, son projet était d'accueillir 1 million de juifs en très peu de temps. Et c'est ce qu'ils ont fait finalement. Passons à la diapo suivante. Voilà, je continue ma rubrique imprégnée de Bible. Quand sa femme est morte, bien des années après, il écrit, alors ce qu'il écrit, c'est aussi un verset de Jérémie, Yirmiyahu. זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. Je garde le souvenir de l'affection de ta jeunesse, de ton amour au temps des fiançailles, quand tu me suivais dans le désert, dans une région inculte. Parce qu'il s'est marié avec elle dans les années 1910 ou quelque chose comme ça. Donc longtemps, elle était dans le désert. Je dois dire que ça me rappelle, parce que ça je l'ai entendu de mes oreilles, quand Begin est arrivé au pouvoir en 1977, dans son premier discours, il a aussi rendu hommage à sa femme en lui disant le même pasouk. Et lui aussi avait été dans un désert politique longtemps. Voilà, autre suite. Encore le langage biblique qu'il a employé tout le temps et qui en fait fait partie de l'histoire du sionisme et que n'importe qui comprend et en est imprégné, c'était ce qu'il voulait kibbutz galuyot, donc le rassemblement des exilés, geulat haaretz, c'est-à-dire l'achat des terres et implanter, et yishuv hashmama, peupler le désert. Alors là, je vais dire 2 mots sur le désert, que le Negev, pour lui, ça aussi, ça ressort beaucoup dans le livre, à la fois au moment de la défense, au moment de la guerre, au moment où le Negev était en danger. Et d'abord, je dois dire que dans la répartition de l'ONU, il n'y avait qu'une partie du Negev. Seulement le Negev nord devait revenir à l'État juif. Mais le Negev tout entier a toujours été pour Ben Gurion, comment dire, comme l'Ouest, si vous voulez, comme l'Ouest pour les Américains, c'est-à-dire le territoire à conquérir, le territoire où tout est possible, le territoire où l'éthos de la nation pourrait s'affirmer. Donc, Yishuv Hashmama, que ce soit dans le Negev ou ailleurs, c'était très important pour lui. Et ça, ce sont tous des termes bibliques. Continuons. Voilà. Alors, à la première réunion du Conseil du peuple, c'est-à-dire encore avant le gouvernement, une dizaine de jours avant la proclamation de l'État. Donc, c'était un moment, il y avait déjà la guerre, on était complètement en guerre, mais c'était avant l'invasion des pays arabes voisins. C'était la guerre avec les bandes armées non unifiées, mais diverses et nombreuses, qui se trouvaient dans le pays, c'est-à-dire les Arabes du pays. Et alors il dit une phrase comme ça, Ulam aleinu ladat, she'od terem pitachnu anachnu rak chogrim ve'al titalel. Nitalel. Continuez la suite, vous allez voir en français. C'est une référence, c'est une partie du verset. Il nous faut savoir que nous n'avons pas encore fini parce que nous avons réussi, par exemple, à faire la route vers Jérusalem, etc. Donc, nous avons réussi plusieurs opérations militaires, mais il nous faut savoir que nous n'en avons pas encore fini. Nous ne faisons que ceindre l'épée et ne nous vantons pas. Référence à un verset biblique. Continuons. Le verset étant Al yitalel choger kemefateach. Et lui, il dit Anachnu rak chogrim ve'al nitalel. Vous voyez? Bon, continuons. Voilà. Alors, je vous ai dit qu'il avait donc une vision d'ensemble et une vision politique et stratégique
unique. Et en même temps, je vous disais qu'il rentrait dans les détails et c'est assez fastidieux d'ailleurs dans le livre, beaucoup de cette partie, mais c'est exprès pour montrer, parce qu'on ne peut pas passer là-dessus, sinon on ne verrait pas comment il a travaillé vraiment. Vous voyez qu'il rentrait dans les détails. Je vous montre juste, regardez seulement les chiffres. Vous voyez comme il rentre. Et dans chaque kibbutzim, par exemple, dans chaque kibbutz, il savait combien de gens il y a, combien de femmes et d'enfants, combien il faut évacuer éventuellement, combien d'adultes, combien de combattants il peut y avoir, quelles sont leurs armes, 8 revolvers, 10 fusils, 8 fusils canadiens, 15 italiens, un mortier, ces 4 points, vous vous rappelez, les points, c'est des points d'implantation, des villages, il faut équiper avec une force de camp de au moins 100 hommes, il faut une barrière, un téléphone, une fourgonnette. Passons à la diapo suivante. Encore ce souci des détails. Tiens, là, je ne l'ai pas mis en bleu. Ou bien tu as pris l'ancienne. 250 000 balles, 300 000, on renouvelle 3 inches de mortier, 500 morceaux pour essai, 5000 stènes, c'est une sous-mitraillette, etc. Donc, rentrer dans les détails. Là aussi, tu n'as pas mis le dernier truc. J'ai déjeuné avec, parce que je les avais colorés. Vous voyez, regardez que les chiffres, si vous voyez, ont été expédiés 500 sous-mitraillettes, 170 fusils allemands, 250 balles, 0,0, etc., millimètres, 300 000 différentes sortes de balles pour armes courtes et revolvers, quelques cartouches. Outre ceci, on a acheté 500 000 petites balles pour tel et tel prix, 37 000 $, 3 tonnes et demie de TNT, 26 000 $, 3 tonnes et demie de balistique, etc. Fermez ceux qui sont ouverts, etc. Continuons. Étape suivante. Continue. Voilà. Alors, pourquoi ça, c'est une remarque on peut se poser la question, c'est très intéressant. Pourquoi toute cette documentation? Pourquoi a-t-il écrit? Mets-le en français, la suite. Voilà. Rédigea-t-il cette riche plateforme de documentation en tant que, et ça aussi c'est une référence talmudique, Ed Amedaber le Fitumo, en tant que témoin parlant en toute ingénuité, pour employer l'expression talmudique désignant un témoin dégagé de tout intérêt, ou parce qu'il désirait présenter sa version urbe condita de l'histoire de l'établissement de l'État, sa version. Bon, parce que souvent après il a dit que c'est à lui d'écrire l'histoire, où il se doit d'écrire ses mémoires, ce qu'il a fait plus tard, parce qu'il était l'acteur, et en fait, il était l'acteur de cette période. Mais bon, ça, après, les historiens en discutent. Continuons. Voilà, et là, je termine. Ve'achar yesupar betoldot Israël, et la suite sera racontée dans l'histoire d'Israël. Voilà. Maintenant, je voudrais ajouter 2 mots. Je voudrais parler aussi de Ben Gurion comme autodidacte. C'est ce qu'il était. Il avait commencé des études de droit à Istanbul et il n'a pas pu les terminer. Mais il avait une érudition immense. Par exemple, il a lu Platon dans la source, en grec. Il a appris le grec, en fait, pour lire Platon, à un moment donné où il voulait savoir quel devait être le rôle d'un dirigeant. Quel devait être le rôle d'un dirigeant? Il se réfère à Platon et il le lit dans la source. De même, Spinoza, pour savoir, évidemment, il voulait supprimer, il voulait annuler l'importance de la diaspora. C'est-à-dire pour lui, le miatanach adapalmach, si on peut dire. Et tout ce qu'il y a eu entre-temps était négatif à ses yeux. Les Juifs, en tant que subissant le sort qu'on leur faisait subir, ce n'était pas ce qu'ils voulaient. Ces références étaient plus antiques. Donc Spinoza, il l'a lu. Il a appris le sanskrit pour comprendre le bouddhisme et la compréhension, et pour comprendre l'état d'esprit des pays d'Asie. Il a appris l'espagnol
avec celui qui sera plus tard le président de l'État d'Israël, Yitzhak Navon, et à l'époque, il était son secrétaire. Il a appris, avec Yitzhak Navon, il a appris l'espagnol pour lire Don Quichotte dans la source, etc. Mais chaque fois, ce qu'il lisait était par rapport à ce qui lui importait à ce moment. Par exemple, comment diriger un pays ou comment, ce qui lui importait à ce moment, il allait vers la référence et il voulait en connaître tous les tenants et aboutissants. Dans ces carnets, dans ce journal, il notait aussi les lettres que lui-même écrivait. Il les notait au carbone. Il les a gardées au carbone et il notait aussi les lettres qu'il recevait. Donc, c'est une source historique extraordinairement riche. Extraordinairement riche. Et on trouve là-bas... donc, je vous dis à la fois des envolées et des discours, mais aussi la préparation de ces discours et ce qui l'a amené à dire ceci ou à faire cela, et le déroulement de la guerre, parce que c'était lui qui a en fait dirigé la guerre, et les gens venaient chez lui, même le chef d'état-major a changé au milieu de parce qu'il était très malade le premier, et les gens venaient chez lui, et il a été après la déclaration, il a été ce que beaucoup de premiers ministres ont été aussi pendant longtemps, à la fois le ministre de la Défense et le Premier ministre. Voilà, maintenant si vous avez des questions. Je crois qu'on peut maintenant arrêter le partage d'écran, hein, on pourra tous se voir. Voilà. Et donc, répondre aux questions. Alors d'abord, je voudrais évidemment, au nom de nous tous, remercier Fabienne pour cette conférence absolument passionnante, avec tous ces détails extraordinaires sur et les problèmes de traduction qui sont toujours intéressants, et la vie et les interrogations de ce géant que fut Ben Gurion. Et maintenant, eh bien, écoutez, place aux échanges et pour la suite de notre séance. J'en profite pour saluer également tous nos amis apparemment qui sont en Israël, et en tout cas tous ceux qui ne nous connaissent pas. Donc sachez que chaque dimanche matin à partir de 11h heure française, nous avons un Beit Midrash, et il suffit de se connecter sur le site de Hadat Shalom pour être informé régulièrement, ou vous pouvez également vous abonner sur la newsletter. Donc place maintenant aux échanges. Qui est-ce qui veut prendre la parole? N'hésitez pas. Une question très précise. Quel était son rapport à l'observance religieuse? Voilà, très bonne question. Alors, a priori, si je vous lis, si vous vous basez sur ce que je vous ai lu et son rapport à la Bible, vous pourriez penser qu'il était très attaché à tout ce que... Mais en fait, il était un laïc total. Et ses références bibliques étaient plutôt... c'est-à-dire qu'il a pris de la Bible, et je ne veux pas contredire ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que c'est profondément vrai, mais il a pris de la Bible tout, mais en le filtrant et en annulant la part de Dieu. Si vous voulez, il vous dit « Soyez une lumière parmi les nations et observez mes commandements », alors soyez une lumière parmi les nations et faites la justice sociale, mais pas du tout se référer à cela. Aux injonctions divines à observer, certainement pas. C'est quand même lui qui a fait ce qui est aujourd'hui très controversé, ce qui est aujourd'hui très discuté. Enfin, aujourd'hui plus rien n'est discuté, on parle de pour ou contre Bible, c'est tout. Mais l'accord avec le parti de Agudat Israël, c'est-à-dire que de ne pas enrôler dans l'armée les gens qui étudient dans une yeshiva. C'est lui qui a signé cet accord, pensant que ça n'atteindra pas des nombres qui sont atteints aujourd'hui, mais c'est quand même comme ça. Je dois dire que pendant la guerre d'indépendance, tout le monde a combattu, y compris les gens des yeshivot.
D'autres questions? Autre question. Donc, Robert, ouvre ton micro, s'il te plaît. Voilà. Ouvre ton micro. Voilà, C'est bon. parfait. Moi, je suis intéressé par la position de Ben Gurion dans le conflit qui a opposé, je dirais, le parti gouvernemental israélien de l'époque, dès qu'il y a eu un gouvernement israélien. Est-ce que tu peux parler plus fort? On ne t'entend pas très bien. Je vais parler plus fort, ça va mieux? Oui. Je suis intéressé par la position de Ben Gurion par rapport à l'Irgun, par rapport au... Vous avez cité tout à l'heure quelque chose qui a été, semble-t-il, jusqu'à de parti centriste, et livrer des gens de l'Irgun aux Anglais, Oui. y compris jusqu'à une issue fatale. J'ignorais ce détail. Mais ce qui m'intéresse, c'est la position de Ben Gurion par rapport à cette lutte qui a été importante entre les deux partis, qui étaient pourtant tous les deux opposés à l'occupation anglaise et pour l'indépendance d'Israël. Bon, alors je vais répondre à votre question et ça me rappelle que d'autres choses que je vais lier à ça. D'ailleurs, dans le livre, fait partie du livre justement je ne suis pas rentrée là-dedans, mais je vais l'évoquer maintenant, c'est l'affaire de l'Altalena. Vous savez ce que c'est l'Altalena? C'était un bateau qui avait été, qui devait amener des armes et des combattants à l'Irgun, c'est-à-dire au parti clandestin c'était avant de Begin, si vous voulez. Et la tragédie qui s'est passée, c'est que Ben Gurion, et ça, tout est documenté là-dedans, il n'a pas voulu que ce bateau atteigne la côte de la terre d'Israël, et finalement, le bateau a été bombardé et coulé. Et les gens en sont sortis, il y a eu même des morts. Et à un moment donné, alors Begin, qui était en Israël, en terre d'Israël encore, je dis terre d'Israël par rapport à l'État d'Israël, et a dit cette phrase merveilleuse, il a dit il n'y aura pas de guerre civile. C'est-à-dire que nous pensons, Irgun, nous pensons que ce bateau doit arriver et que ça ne peut que nous aider et que nous sommes en pénurie d'armes et que il nous arrive tellement d'armes, il faut les amener dans le pays. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'il n'y ait pas de guerre civile. Et je dirais à ce moment-là quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé au moment de l'établissement de l'État d'Israël, qui ne s'est passé dans aucun pays démocratique qui a obtenu son indépendance d'un autre pays. Je pense aux États-Unis d'Amérique par rapport à l'Angleterre, je pense à la Révolution française. Eh bien, tous ces pays ou régimes ont été instaurés dans une période de guerre civile. Et là, sans doute grâce à Begin, il n'y aura pas de guerre civile. Et il y a eu, évidemment, et là je réponds à votre question, cet épisode de la saison, où le parti de Ben Gurion, de Mapai, a livré aux Anglais des combattants de l'Echi ou du l'Irgun. C'est vrai, c'est triste, mais disons que ça n'a pas pris l'ampleur d'une guerre civile. Ça s'est limité. Bon, quand on parle de vie humaine, c'est un peu difficile de dire c'est pas grand-chose. Ce n'était pas tellement de gens, mais quand même. Ce n'était pas les charrettes de la Révolution ou la guerre contre l'Angleterre, la guerre d'indépendance des États-Unis. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Non, parce que vous avez posé quel était le rapport par rapport à... Alors après, par la suite, ça ce n'est pas dans le livre, puisque ça se rapporte à plus tard, quand Begin a siégé à la Knesset pendant de longues années en tant que chef de l'opposition, Ben Gurion avait une haine, on peut dire, contre lui. Et quand il voulait
en parlait. Il disait Ha'ish yoshev leyad Bader, leyad Chaver HaKnesset Bader, celui qui est assis à côté du parlementaire Bader. Pour vous montrer. Comme il disait, il voulait un gouvernement bli maki ou bli Kherut, sans maki, l'extrême gauche, et sans Kherut, le parti de Begin. D'une part, c'est vrai, et bon, là je vais parler de Ben Gurion et pas seulement du livre, c'est-à-dire que jusqu'en 77, c'était le parti hégémonique, et c'était lui qui a dirigé le pays, qui a fondé le pays et qui a dirigé le pays. Maintenant, je dois dire que dans ce livre, il y a aussi des lettres, je vous l'ai dit. Et il y a toutes sortes de lettres fort intéressantes. Il y a une lettre à Churchill, il y a une lettre à... Et il y a aussi, là, pour répondre à votre question, il y a une lettre à Geoula Cohen. Qui était Geoula Cohen? C'était la passionnariat et la combattante du parti, de ce qui est devenu le parti Kherut, c'est-à-dire du Lehi. Elle était la voix de la Lehi parce qu'elle parlait à la radio et elle enflammait les... Bon, alors c'était une militante qui a vécu encore longtemps après, qui a siégé à la Knesset, etc. Et elle a après, cette femme, Geoula Cohen, a écrit ses mémoires. Et de longues années, et ça paraît dans le livre, de longues années après, quand elle a publié ses mémoires, et Ben Gurion lui écrit une lettre, peut-être 20 ans après la création de l'État. Et il lui écrit une lettre chaleureuse, alors que, je vous dis, il détestait son parti et il détestait le mouvement clandestin auquel elle appartenait. Mais il lui dit que, maintenant je ne le trouve pas maintenant et je vais vous le dire par cœur, comme ça à peu près, il lui dit « Ma chère Geoula », et il lui dit « Quand j'ai lu votre livre, je me suis mis dans la peau d'un résistant de votre groupe. Je n'ai pas oublié mes opinions qui étaient complètement contraires à celles aux vôtres et qui sont toujours, et je le pense toujours comme je pensais à l'époque, mais mais je me suis mis dans votre peau et je n'ai pas pu m'empêcher d'admirer votre dévotion à la cause et enfin, il est dithyrambique sur le respect qu'il a pour cette combattante qui n'a pas ses opinions. Vous comprenez? Et dans les lettres, je dois dire plus que dans les discours ou en dirigeant la politique ou en dirigeant la guerre, dans les lettres, il est plus expansif. Il y a aussi des lettres d'amour, à part ce que je vous ai dit à sa mort, il y a des lettres d'amour à sa femme Paula, où il lui dit des tas de choses que toute femme aimerait entendre et qui s'appuie sur elle. Il faut dire que c'était un homme seul, parce que quand on a de telles responsabilités et une telle conjoncture à gérer, il était très seul. Et quand il était, je vous dis, même pour la création de l'État et même pour des grandes décisions stratégiques, il était seul. Oui. Donc, c'est normal heureusement qu'il avait quelqu'un sur qui s'appuyer, disons. Oui. Oui, pouvez-vous nous dire un mot sur le rôle de Ben Gurion dans ce qu'on appelle le compromis de 48, voilà. C'est-à-dire le statut accordé aux religieux concernant l'état civil? Oui. Ah, je pensais que vous parliez d'autre chose. Et il faut que je le note parce que sinon je vais l'oublier. Je pensais que vous parliez du rapport aux Arabes. Alors, appelez-moi si j'oublie, mais je réponds d'abord à votre question. Par rapport aux religieux, alors je vous dis, il a signé, c'est lui qui a signé un accord avec le chef du parti Agouda de l'époque en disant que seront exemptés du service militaire les étudiants en yeshiva. Alors je vous dis, à l'époque, c'était quelques milliers de personnes. Mais évidemment, le nombre a augmenté d'une façon exponentielle, comme on dit maintenant. Mais c'est un fait, c'est comme ça, c'est ce qu'on appelle le status quo. Maintenant, Ben Gurion lui-même a fait des mouvements, quand il était au gouvernement, il y a eu des coalitions avec les partis religieux. Autre chose, maintenant je veux vous parler de quelque chose qui est très important quand même et qui a on en trouve un écho dans le livre.
avant l'indépendance et après l'indépendance, c'est-à-dire qu'au moment où il parle aux commissions anglo-américaines ou à la commission Peel pour quel serait le statut de la terre d'Israël après le départ des Anglais, il a un certain discours. Et ce discours, je me rappelle par exemple d'une chose qui m'avait beaucoup frappée à l'époque. Il dit par exemple, nous ne voulons pas chasser les... Nous savons que cette terre est habitée. Ce n'est pas qu'il pensait qu'il arrivait dans un pays vide. Il est arrivé en 1910. Hein, et que nous savons que cette terre est habitée. Mais ou pas mais, parce que je ne veux pas dire ça d'une façon restrictive, nous ne voulons pas chasser les habitants. Mais c'est comme quand il y a un grand immeuble, il y a beaucoup d'appartements. Il donne cette métaphore. Il y a beaucoup d'appartements. Certains sont habités par des Arabes, certains sont habités par des Juifs. Et ce qu'ils pensaient pouvoir être, c'était une coexistence. Et en plus, et ça il le dit explicitement, et il le pense, c'est que, et c'est vrai d'ailleurs, le sionisme, dès le début les premières aliyas, en fait, ont entraîné un exode, j'allais dire, des pays qui seront plus tard les pays arabes, qui n'étaient pas tous des pays arabes, ils étaient tous des pays mandataires ou sous domination ottomane, sont venus en terre d'Israël. Quand je dis terre d'Israël, c'est ce qu'eux appellent maintenant, c'est la Palestine, c'est un territoire. Et que le sionisme est un bienfait, il le pensait, à la fois pour les Juifs, présents et futurs, qui viendraient dans cet État, et pour ceux qui sont venus des Arabes qui y sont ou qui y sont venus. Et c'est ce qu'il pensait. Maintenant, au moment entre le vote de l'ONU 47 et la déclaration de l'État, et donc le début de l'invasion des pays arabes en terre d'Israël, il a changé de position. Parce qu'à l'époque, je vous dis, un immeuble, chacun son appartement, on va vivre très bien, vous vivrez très bien, on apportera un bienfait économique, etc., et augmentation du niveau de vie, etc., etc. Maintenant, une fois que les Arabes ont quitté, se sont enfuis, ça s'est passé à Haïfa, ça s'est passé à Akko, ça s'est passé dans bien des endroits, une fois qu'ils se sont enfuis en masse sous l'appel de leurs dirigeants et ont quitté leur maison dans les villes en terre d'Israël, après, il s'est opposé à leur retour, clair et net. Il avait raison. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Encore? Autre truc. Alors, Tony. Juste pour revenir sur l'affaire de Altalena, c'était Yitzhak Rabin qui a dirigé les tirs. Oui. C'était à Ghana ou Palmar, je ne sais plus. Palmar. Et Palmar. Et il était le commandant d'une brigade qui s'appelait Brigade Harel, et c'est lui qui a dirigé l'opération. C'est ça. Et je ne sais plus, j'ai lu dans lequel de ses mémoires, pas lui, mais d'autres, que les soldats qui étaient avec lui, quand ils ont reçu l'ordre de tirer, il y en a qui ont refusé, il y en a qui ont pleuré. Bon. Et bon, tu as rappelé que Begin a dit non, il n'y aura pas de Milhemet Achim, pas de guerre civile. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus, oui. Oui, mais la mémoire, hélas, de ces choses est restée, puisque tu sais mieux que moi sans doute qu'en 1993, lorsque Yigal Amir a assassiné Yitzhak Rabin, certains de ceux qui l'ont soutenu publiquement ont rappelé que ce n'était pas la première fois qu'on tuait des juifs, puisqu'il y avait eu des déclarations, comment est-ce possible qu'un juif assassine un autre juif. Certains des soutiens de Yigal Amir ont rappelé que Yitzhak Rabin lui-même avait tué des juifs. Donc c'est... Voilà. Bon, alors, je vais répondre. D'abord... Je ne soutiens pas Yigal Amir. Non, je comprends bien. En plus, je dois dire que ceux qui ont soutenu... Bon, je ne vais pas rentrer dans cette polémique parce que ce n'est pas l'objet de notre rencontre aujourd'hui, mais ce qui est important, c'est vrai, c'est que la plaie de l'Altalena est restée dans les cœurs. Voilà, c'est ça. Oui. Est restée dans les cœurs des deux côtés, parce que c'était une tragédie. Et alors maintenant, Ben Gurion, et il le dit, et il l'explique dans le livre, qu'il a fait ça parce qu'il n'est pas possible
dans un État qui est devenu un État, qu'il y ait différentes fractions et différentes armées, et qu'il fallait unifier l'armée de la même façon mais pas en tirant dessus, mais il a quand même dissous cette unité de choc qui était le Palmach, qui était de son parti. Mais il l'a aussi dissous pour fonder, et ça aussi, ça c'est très justifiable et très compréhensible, pour fonder Tzva Hagana l'Israël, Tzahal, qui devait être et qui est le rassemblement unique de tous les groupes qu'il y avait eu avant, et que dans un État qui se veut un État, il ne peut y avoir qu'un seul commandement et qu'une seule armée. Donc, tout ça, au niveau théorique, c'est aussi tout à fait justifiable. Maintenant, ce n'est pas à moi de justifier, je vous le dis. Mais alors aussi, si vous parlez de cette époque, au moment où ça s'est passé, évidemment, ça a brisé les cœurs des deux côtés. Il peut y avoir des gens. Et d'ailleurs, dans l'historiographie justificative de cette action de Altalena, on a appelé, ou même Yitzhak Rabin l'a appelé, à Totach HaKadosh, le canon sacré. Ce que, bon. C'est pas très heureux comme expression. Oui, bon. Ok, voilà. Merci. D'autres questions? Robert, pardon, Dany n'a pas encore parlé, donc Dany, s'il te plaît, ouvre ton micro. Oui, c'est fait. Merci pour votre exposé, Fabienne. Plus fort, on n'entend pas très bien, près du micro. Oui, je vais essayer de l'augmenter, le micro. On n'entend pas très bien. Non, ça va. Voilà, comme ça, je vous entends. Je pense que c'est meilleur. Oui, je voudrais savoir, vous avez évoqué tout à l'heure la vision de l'Aliyah de Ben Gurion. Est-ce que dans sa vision, puisqu'il fait le distinguo entre séfarade et ashkénaze? Alors voilà. Alors je vais vous répondre non. Non, c'est-à-dire qu'il y a eu cette aliyah massive venant et contre l'avis de beaucoup de gens très pratiques et qui avaient une vision de l'économie de tous les pays arabes tout de suite. Par exemple, beaucoup ont dit qu'en Irak, ça va, ils devraient rester parce qu'on n'est pas capable de les accueillir. Mais il y a eu, mais Ben Gurion dit non, il faut les faire venir. Alors, on ne peut pas savoir ce qui serait passé s'ils seraient restés. Il se peut qu'ils n'auraient pas pu sortir après, comme c'est arrivé aux quelques juifs syriens qui sont restés, qui n'ont pas pu sortir après. Mais il a voulu les faire venir et on a construit ce qu'on a appelé les Mahabarot, c'est-à-dire ces camps de transit où les conditions étaient plutôt mauvaises, mais il n'y avait pas le choix puisque le pays n'avait rien et qu'il fallait accueillir tous ces gens-là. Donc, on a accueilli tout de suite, dès que l'Aliyah a été libre, donc le pays souverain, à la fois des gens de tous les pays arabes. En 1956, on a encore accueilli le reste des Juifs d'Égypte qui étaient là au moment de l'opération de Suez, enfin quand ils ont été chassés par Nasser. Et donc, on a accueilli des gens d'Irak, d'Afrique du Nord, de partout, de Roumanie, de Bulgarie, etc. Tous ces gens-là étaient dans les Mahabarot. Maintenant, la seule chose, ça, ce n'est pas dans le livre, c'est autre chose, mais la seule aliyah où on n'a pas pris les gens en masse, mais où on a pensé que, et je ne sais même pas si ça se rapporte à l'époque de Ben Gurion ou l'autre, mais il y a un livre là-dessus de Avi Picard qui parle de l'aliyah du Maroc. Et l'aliyah du Maroc, à un moment donné, a été pas massive, mais on a pris certains gens et pas d'autres, etc. À cause des possibilités d'intégration et d'autres facteurs dont je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ça ne se rapporte pas directement à Ben Gurion. Mais au début, non. C'est-à-dire que Ben Gurion avait la ferme conscience qu'il fallait peupler cette terre d'Israël et il avait la ferme conscience qu'après la Shoah, les rescapés des camps devaient venir ici, mais que la majorité des Juifs ashkénazes, hélas, n'était plus là, qu'il fallait faire venir tous les Juifs. Autre question? Robert? Oui, merci Fabienne. Pour l'Altalena, il y a au moins 40 pages dans votre livre, donc c'est pour bien montrer que le dossier était très lourd, très difficile à gérer.
Mais moi, ce qui me surprend, c'est que je ne vois pas du tout votre nom dans votre livre. C'est bien dommage. Ah, si. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. En tant que traductrice, il ne vous apparaissait pas. Si. D'abord, il apparaît en première page, pas sur la couverture, mais sur la première page, il y a marqué. Et puis ensuite, encore une autre fois à la fin avec les remerciements. Tant mieux. Non, je vous remercie de prendre intérêt de mes intérêts. Non, c'est très intéressant. Il faudrait avoir même des écrits entre Ben Gurion et savoir s'il s'est laissé influencer par Boubert, par exemple. Mais il avait lu, il était en relation avec il y a aussi toute une partie avec son rapport avec les intellectuels. Ouais. Ça aussi, il y a des lettres dans ce livre aux intellectuels. En fait, il pensait, il leur dit d'ailleurs que ils peuvent exprimer ce qu'ils veulent, liberté académique et liberté d'expression, mais ces rapports n'ont pas toujours été, ces rapports avec certains, avec presque tous même, n'ont pas toujours été des plus euphoriques. Maintenant, je voudrais vous dire encore autre chose qui est très important aussi et qui est aussi dans ce livre. Et ça, c'est tout de suite dans les premières années de l'État. Alors que l'État était, on l'a vu dans ces conditions encore d'état de guerre et d'entrée de fédéine, etc., et de pauvreté, d'immigration massive, de besoins urgents et impossibles. Alors, il écrit une longue lettre pour dire qu'est-ce qu'il veut. Et vous allez voir qu'est-ce qu'il veut. Il demande de ramasser, de récolter tous les manuscrits hébraïques existants partout. C'est-à-dire, par exemple, vous connaissez les manuscrits de Leningrad ou tous les manuscrits avant l'impression avant Gutenberg, donc. Alors, il voulait, non pas les originaux, il savait bien qu'il ne les aurait pas, mais des microfilms. Et il voulait, ce qui a été fait d'ailleurs, que soit rassemblé à la Bibliothèque nationale, autre institut fondé à l'Université hébraïque de Jérusalem, qu'il y ait à la Bibliothèque nationale un département où seront rassemblés tous les écrits juifs manuscrits anciens. Parce qu'il se doit que c'est l'héritage spirituel du peuple juif doit se trouver en Israël. Donc ça, c'était aussi sa préoccupation. Il n'y avait pas que des préoccupations pratiques. C'était un homme visionnaire. Robert Zitoun. Oui, je vous écoute. Robert, il faut que tu ouvres ton micro. Voilà. Je voudrais revenir sur le problème que vous avez abordé en partie, celui de ce qu'on a appelé ensuite les réfugiés palestiniens. Le principal exode des Arabes qui vivaient dans ce pays s'est produit à la suite de la guerre de l'indépendance. Pendant la guerre d'indépendance. Pendant la guerre de l'indépendance. Il y a eu beaucoup de versions différentes qui ont été évidemment développées et antagonistes, en particulier celle selon laquelle les dirigeants arabes avaient dit aux Palestiniens de sortir le temps de terminer la guerre et puis qu'ils reviendraient ensuite. Mais il y a eu aussi des problèmes qui se sont produits à l'encontre des Palestiniens, des Arabes palestiniens à l'époque, de la part de ce qui allait devenir des Israéliens. Et en particulier, il y a ce fameux massacre de Der Yassin. Oui, bon. Et j'aimerais savoir si vous avez quelques sources concernant la position de Ben Gurion par rapport à cela. Oui. Alors, d'abord, je dois dire que Der Yassin lui-même est discuté en tant que massacre d'innocents. Je veux dire, bon, il y a des sources, mais ça ne se rapporte pas à notre livre. Maintenant, alors, c'est vrai, il y a eu la fuite des Arabes
qui a été d'une part suite à l'appel des dirigeants de pays arabes ou des dirigeants des bandes armées dans le pays. Il y a aussi eu suite à certains accros ou à la peur sans fait qui prouvant cela, mais les Arabes avaient peur des Juifs aussi. Peut-être qu'ils se disaient, ils vont nous faire ce que nous, on leur ferait, si. Mais donc il y a eu cet exode. Et je vous l'ai dit, alors Ben Gourion, tout d'abord, il pensait pouvoir vivre en coexistence, mais une fois qu'ils étaient partis, il a complètement refusé. Maintenant, par rapport à je vais peut-être le trouver, il y a eu, par rapport à quelque chose qui s'était passé, je ne sais pas si c'est Dir Yassin ou autre chose, parce que sur Dir Yassin, on a su jusqu'à aujourd'hui, quoi, peu à peu, beaucoup de choses et son contraire. Mais alors, je ne sais pas si c'était à propos de Dir Yassin, mais peut-être, il y a eu après un poème que Alterman, qui publiait chaque semaine une rubrique qui s'appelait à Torah Shvi'i, a écrit un poème là-dessus. Et ce poème existe, et ce poème figure dans le livre. Attendez, si je vais peut-être le retrouver sur mon ordinateur à moi. Attendez une seconde. Bon. Et alors, le lendemain, quand Alterman... ça vaut la peine que je vous le lise. Attends. Une seconde. Non, c'est plus loin. Attendez. Sur cela. Il a écrit un poème qui s'appelle Sur cela. Ah oui, attends, peut-être qu'il est là-dedans. Il est là-dedans. Voilà, sur cela. Non, merde. Bon, il a écrit un poème, je ne trouve pas maintenant le poème. 552. 152 552. 552, formidable. 552. Voilà, bon, alors je ne vais pas vous lire tout le poème, mais il raconte ça. A traversé en jeep la ville conquise, un garçon courageux en armes, un garçon lionceau. Et dans la rue déserte, un vieil homme et une femme ont rasé le mur, et le garçon eut un sourire d'enfant. Je vais essayer la mitraillette. Et il essaya. Le vieux couvrit seulement sa face de ses mains et son sang couvrit le mur. C'est une image des batailles de la liberté, mes amis. Il y en a de plus fortes encore, on le sait. Notre guerre exige d'être dite et chantée. Il sera donc aussi chanté cela. Seront donc chantés les cas délicats, portant en l'occurrence le nom d'assassinat. Et on chantera les dires de ceux qui entendent et comprennent, les sourires de renoncement et de pardon. Qu'on ne dise pas, ce sont des cas singuliers dans l'épisode de gloire. Singulier et tout sont un couple légal. Et si le tout écoute aussi le singulier qui raconte, et ne le jette pas au cachot, etc. Alors Ben Gourion, quand il a lu ce poème, il a dit qu'il fallait l'imprimer en 100 000 exemplaires et le distribuer et le faire lire à tous les soldats. Pierre Lazare. Pierre Lazare, micro. Micro, Pierre. Micro. Pierre Lazare, micro. Bon, bonjour, voilà, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Merci beaucoup pour votre présentation et je suis impatient de lire votre livre. La question, simplement, je voulais faire une petite remarque sur ce problème des réfugiés. C'est un sujet qui a été traité récemment, enfin depuis l'année 2000, avec beaucoup de précision. Et je vous renvoie au livre de Benny Morris, qui s'appelle La création du problème des réfugiés palestiniens, qui montre, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais qu'il y a eu plusieurs étapes. Oui, je sais. Et donc, c'est-à-dire c'est très, très compliqué. Dans un premier temps, grosso modo, pour simplifier, le jeune État d'Israël n'a rien fait contre les attaques qu'il y avait contre
les nouveaux immigrants en Israël. Et les gens qui sont partis par eux-mêmes. Et après, il y a eu des attaques très, très violentes contre le Yishuv, des meurtres, etc. Et le Negev était complètement isolé. Et donc, il y avait un risque de survie. Alors, la Haganah et Ben Gurion ont décidé de passer à l'attaque. Et à ce moment-là, ils ont distingué entre les villages hostiles et les villages qui n'étaient pas hostiles. Les villages pas hostiles, vous connaissez par exemple Abu Ghosh, qui est près de Jérusalem, il n'y a rien arrivé. Il y a eu d'autres villages dans lesquels il y avait des gens qui étaient hostiles et qui étaient mélangés à la population, selon la stratégie des Fédaïnes. Et c'était très difficile pour eux de distinguer ceux qui étaient amis, alors que des tas de gens mouraient, comme Madame avait montré avant. Donc, il y a eu à ce moment-là des expulsions dans les villages hostiles. Enfin, pour plus de détails, je vous renvoie à ce livre. Et puis aussi, j'étais en train de lire par hasard un livre de Adi Schwartz qui s'appelle The World of Return. C'est le retour des Palestiniens. C'est tout un livre consacré à cette question et dans lequel il explique, il résume en fait les analyses de Benny Morris, en fait, dont, sur le plan palestinien, beaucoup sont faites en hébreu, donc c'est un peu plus facile de le lire en anglais pour certains. Voilà. Donc voilà, je veux dire, c'est compliqué. Il y a eu dans les deux sens, mais cette histoire de Deir Yassin, on l'a fait monter en épingle, mayonnaise, alors qu'il y a eu, en fait, c'était une réaction qui était inappropriée sans doute, mais à des massacres qui avaient précédé ça. Oui, ce n'était pas que des ignorances. Mais là, je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais c'est vrai que, alors en gros, c'est ce que je vous ai dit. Maintenant, je vous ai dit, ça, c'est un sujet qui, évidemment, qui peut être exploité par tous les côtés à l'infini, et qui soi-disant, reste actuel. Mais d'ailleurs, Benny Morris lui-même est revenu sur ce qu'il avait dit au début, mais enfin, ça, c'est pas important. Il y a la thèse des nouveaux, etc. Il n'est plus un nouvel historien comme il l'avait été, etc. Mais en gros, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire qu'au début, il y a eu, par exemple, ce que vous dites, c'est au cours de la guerre d'indépendance, pendant cette guerre d'indépendance qui a été un défi continuel. Et vraiment, le pays aurait pu mourir avant d'être né, pratiquement. Et quand le Negev, quand Ben Gurion a décidé, je vous ai dit, de conquérir tout le Negev, c'est ce que vous avez dit. Maintenant, ce que vous avez à Abu Ghosh, c'est le couloir de Jérusalem. Alors, Abu Ghosh était, contrairement à d'autres villages arabes, c'est rallié à la cause juive. On n'y a pas touché. Et c'est un village ami jusqu'à aujourd'hui, quoi. Alors qu'il y a des villages qui sont connus comme ennemis, si vous voulez. Alors, pour dire après, il y a eu, c'est pas dans le livre, puisque c'est pas dans ces années-là, mais après, il y a eu un mishtar tzbaï, un régime militaire pour les Arabes, tout de suite après la guerre. Ils ne sont pas devenus tout de suite des citoyens, mais ça s'est fait plus tard. Et ce qui a aboli le régime militaire, c'est d'après le parti révisionniste. J'aurais une question sur la dénomination de l'État, parce que je crois qu'il y a une communauté. Très important. J'ai écouté quelque chose d'une conférence très, très amusante là-dessus. Il y avait des gens qui souhaitaient que ça s'appelle Medinat Sion, d'autres qui voulaient que ça s'appelle Medinat Yehuda, et c'est Ben Gurion qui a décidé. Alors, pourquoi a-t-il décidé que ça s'appelle Medinat d'Israël? Voilà. Alors d'abord, chaque question me rappelle encore un autre développement que je devrais faire. Alors d'abord, et ça se rapporte aussi, je vais commencer par là, après je reviens à votre question parce que ça se rapporte à la question précédente. Quand on parle de tout ça, des réfugiés arabes, de la terre d'Israël, de l'État d'Israël, de son nom, des Juifs, il faut savoir quand et où on parle. Sachez que les Juifs qui étaient en terre d'Israël avant et qui avaient un passeport anglais s'appelaient les Juifs palestiniens. C'était des Palestiniens pour les Anglais. Il faut le savoir. Donc, quand on parle, c'est ce que j'ai une fois fait une conférence là-dessus, justement sur les termes qui sont tellement chargés et qu'il faut prendre avec des pincettes. Il faut toujours savoir quand et où. On ne peut pas parler de la Palestine. On peut pas parler de la Palestine en parlant de l'État d'Israël. On ne peut pas parler des Juifs palestiniens, des Israéliens avant la guerre de 48.
C'était des Juifs palestiniens. Il y avait les Arabes palestiniens et les Juifs palestiniens. De même qu'on ne peut pas… En fait, jusqu'aux accords d'Oslo, on ne parlait pas de Palestiniens. Les résidents de la terre d'Israël, territoire et pas territoire, on disait les Arabes des territoires ou les Arabes d'Israël, ou les Israéliens arabes, ou ceux qui étaient des citoyens, les Israéliens arabes ou les Arabes israéliens. Or maintenant, je ne sais pas, mais enfin, disons que certains Arabes israéliens se définissent comme Palestiniens, soit comme Palestiniens des territoires ou Palestiniens, il faut savoir. Tout en ne voulant pas être incorporé à un futur État palestinien. Alors, votre question, c'était pourquoi… oui, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs propositions. Alors, je crois qu'il se nommera l'État d'Israël, Medinat Israël. Zéou. En se référant au Bnei Israël toujours, le peuple d'Israël, c'est Bnei Israël. Bnei Yehuda, c'est une partie. La Judée, au moment du partage après le roi Salomon, du partage de la terre d'Israël, il y a eu le royaume du Judée et le royaume d'Israël. Mais avant, mais le peuple, c'était Bnei Israël. Je pense qu'il se réfère à ça. Lors de cette conférence, et c'était à Yad Ben Tzvi, là-dessus, enfin, je suis incapable de juger, évidemment, mais ce que le conférencier a semblé dire, c'était que, en fait, Ben Gurion cherchait un nom qui puisse être prononcé par les Arabes. Et s'il avait appelé Medinat Yehuda, pour un arabe, ça aurait été assez difficile de prononcer ce mot, alors que Medinat Israël avait une connotation un peu plus neutre. Ben voilà, je cite ce que ce conférencier a dit. Maintenant, j'ai aucune. Je ne sais pas, peut-être. Pas du tout. Hein. Israël, c'est prononçable pour les Arabes et pour les Français aussi, alors que Yehuda, Anilodat, mais il ne pensait certainement pas aux Français. Peut-être, je ne sais pas. Mais Medinat Israël, c'est ce qu'il a dit. Alors c'est vrai que Tzion, ça avait été aussi proposé, mais je dois dire que la rédaction de la proclamation d'indépendance, il l'avait donnée d'abord à Moshe Charet et il l'a refaite. Et dans le livre, il y a les deux versions. C'est intéressant de voir les différences. C'est-à-dire que surtout, je vais dire, disons que Charet parle de la Shoah et que surtout après la Shoah, le pays doit revenir les Juifs ont droit à un pays et tout ça. Et lui, il dit que les Juifs ont droit à un pays et que, évidemment, après la Shoah, c'est encore plus évident pour tout le monde, mais que le droit au pays ne vient pas de la Shoah, il vient de beaucoup plus loin. Il vient de ce que ce pays a été donné au peuple d'Israël. Sans dire par qui. Encore Robert, Zitoun. Une précision, de tout temps, dans tous les pays arabes, je dis bien tous les pays arabes et pas seulement dans ce qui était la Palestine à l'époque, les Arabes désignaient les Juifs comme des Yehoud. Et donc, et ceci avec une connotation négative. Péjorative, bien sûr. Péjorative. Il y avait un antisémitisme arabe qui a existé de tout temps et qui s'exprimait de façon différente dans les pays et plus ou moins importante. Et je pense que le choix de Medinat Israël plutôt que Medinat Yehuda était un très bon choix à cet égard. Sans doute, oui. C'est vrai que de la même façon que les Arabes désignaient Yehoud pour les Juifs, les Arabes eux-mêmes ne se désignaient pas comme Palestiniens, ils se désignaient comme Arabes de Palestine ou Arabes de… Ça dépend qui, par exemple Nasser, quand il a voulu faire le panarabisme, c'était tous les Arabes, c'était la nation arabe. Ou quand on parle d'islamisme, c'est encore autre chose. Donc chaque fois, il faut vraiment savoir de quoi on parle quand on emploie des mots. De même quand on emploie Cisjordanie ou Judée-Samarie, etc. Et ça, j'ai souvent des discussions quand je traduis avec certains articles ou livres, etc. Parce qu'il faut préciser qu'est-ce que c'était dans l'esprit de celui qui écrit.
crois que Philippe Michard, à nouveau. C'est une question un peu petit bout de la lorgnette, mais est-ce qu'il y a un rapport particulier à la France? C'est-à-dire, est-ce que dans le concert des nations, si j'ose dire, la France a une place dans l'histoire de Ben Gourion pendant cette période-là? Écoutez, je vais vous dire, et c'est dans le livre aussi, il y a un télégramme, après la proclamation de l'État, il reçoit un télégramme de Léon Blum. Autrement, il parle peut-être de ports du sud de la France pour faire venir des... Je ne suis pas sûre. Il y a eu l'événement exotique. Pardon? Il y a eu 7. Il y a l'Aliabeth qui partait de France quand même. Oui, voilà, c'est ça. Mais pas au niveau politique, si vous voulez. Mais il reçoit un télégramme chaleureux de Léon Blum. Tony. Alors. C'est un petit détail, mais je voulais quand même le signaler. Tu as dit, Fabienne, que Ben Gourion a demandé qu'on rassemble tous les manuscrits du monde entier. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Mais l'idée avait déjà été lancée en 1925, au moment de la création de l'université hébraïque. Et donc, il y a un discours d'ailleurs de Bialik important à ce moment-là. Pourquoi je dis ça? C'est qu'au fil des années, bon, j'ai beaucoup fréquenté les départements des manuscrits, donc au sous-sol de la bibliothèque. Oui, mais en principe, l'Institut va avoir un bâtiment à lui, séparé, près de la Knesset. Je ne sais pas où ça en est encore. Oui, mais oui. Que je donne, ça y est, ça fonctionne ou pas? Non, pas encore. Ah, pas encore. Ça fait 25 ans. Oui, je sais moi-même. Alors, je vous dis d'abord, juste un détail, c'est important. Les quelques centaines de personnes qui ont fréquenté cet endroit, c'est-à-dire l'Institut des manuscrits, ont un souvenir, moi je parle de souvenir parce que ça fait quelques années que je ne suis pas retourné, absolument inouï de sensation d'être là dans la vie de toute l'histoire des Juifs. Les manuscrits, il y a un peu plus de 100 000 manuscrits, dont beaucoup sont originaux. Et dans les années, j'étais là-bas en 2015, et je discutais avec celui qui a été un des très très grands érudits qui s'est chargé de faire quantité de catalogues de manuscrits, Benjamin Richler, annonce un petit bout écrit comme ça à la main que on va réduire la fréquentation, les heures d'ouverture de l'Institut des manuscrits de microfilm. Ce sera uniquement 4 fois par semaine et ce sera fini à 15 heures. Et je lui avais demandé pourquoi. Il me dit, tu veux que je te dise pourquoi? Nous avons mis presque un siècle à constituer ce fonds extraordinaire. Et les imbéciles du ministère du Trésor ne veulent même pas nous donner quelques petits millions de dollars pour assurer encore la pérennité de ce lieu. Ils fulminaient de Alors d'abord ça... Mais qui parle. Juste un autre mot, si tu peux nous parler un peu plus du fameux, de la prière pour l'État d'Israël, donc tous les samedis matins, Avinu Sheba Shamayim sur Israël Begoalo. J'avais lu que la discussion, la référence à Dieu, tu as compris ce que j'ai dit. J'ai compris, oui. Alors, je vais répondre aux deux questions. Oui. D'abord, en tant que directeur ou quelqu'un qui travaille dans un tel institut, c'est sûr qu'il pense comme ça. Maintenant, ce que je dois dire, ce que je n'ai pas dit à propos de cette lettre qu'il écrit, il écrit à Kaplan, qui était son ministère des Finances. Et ce qu'il veut, ce n'est pas rassembler comme ça dans l'absolu, c'est donner des fonds, c'est d'allouer des fonds, c'est d'allouer, c'est-à-dire de faire le sacrifice, de comprendre l'importance de la chose. Et de donner de l'argent, c'est bien de le faire. OK? Après, bon, chaque chose évolue, on peut pas, beaucoup d'institutions souffrent de beaucoup de choses, et puis, bon, voilà. Je parle de Ben Gourion. Maintenant, voilà. Alors, au moment ça c'était une grande discussion, au moment de la signature de la proclamation de l'État le 15 mai. Alors, il y a eu beaucoup de discussions avec le rabbin Maïmon, qui est un des signataires de cette déclaration d'indépendance. Qu'est-ce qu'on va dire?
Alors, attendez, je crois que je l'ai, mais Tsur Israël vegoalo, c'est-à-dire qu'il voulait absolument mettre comme on le dit dans la prière, de mettre le nom de... Et alors, Ben Gurion, en tant que laïc convaincu, ne voulait pas. Et finalement, il y a eu un compromis, pshara. Attendez, si je retrouve le texte, il y a eu un compromis, c'est-à-dire qu'on a mis Tsur Israël. Tsur Israël, le rocher, bon, vous comprenez, c'est-à-dire c'était un des noms de Dieu, mais on n'a pas mis. Il y a eu un compromis entre ne pas mettre du tout, ne pas évoquer Dieu du tout, et de le mettre dans une forme religieuse. Alors il y a eu ça au milieu, comme ça tout le monde a pu signer, y compris le rabbin Maïmoun. Mais c'était une grande discussion.